Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, directeur également de l'organisation Elnet Israël. Emmanuel Navon, est-ce que la reprise des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza vous semble des plus probables à l'issue donc depuis quelques jours de la phase 1, retour de la guerre à court terme, et ce au regard de l'absence de percée dans les négociations entre Israël et le Hamas via les médiateurs? D'abord, quelle que soit l'issue des négociations et quelles que soient les chances d'arriver à un deuxième cessez-le-feu pour la libération de tous les otages, les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza continueront d'avoir lieu à moyen et long terme. Tant que le Hamas sera une force armée dans la bande de Gaza, les opérations militaires seront inévitables. Évidemment qu'elles devront avoir lieu parallèlement et conformément aux accords de cessez-le-feu, si accords de cessez-le-feu il y a, mais à moyen et long terme, comme je vous l'ai dit, elles sont inévitables. Et de ce point de vue-là, et dans cette perspective-là, à moyen et long terme que vous dessinez, il est donc préférable, il serait davantage envisageable de tout faire pour obtenir la libération des otages, quitte à proroger la reprise des affrontements? Je pense que l'État d'Israël a l'obligation morale de tout faire pour libérer ces otages, sans, bien entendu, se lier les mains quant à l'avenir. Il ne s'agit pas, évidemment, d'hypothéquer l'avenir et la sécurité d'Israël à moyen et long terme. Donc oui, à court terme, tout faire pour libérer les otages, mais bien entendu qu'il n'est pas question de lier les mains de Tsahal et de l'État d'Israël pour se défendre face à la menace du Hamas. Est-ce qu'on hypothèque, selon vous, Emmanuel Navon, la sécurité d'Israël en libérant plusieurs milliers de terroristes condamnés, parfois à perpétuité pour leurs actes contre des citoyens israéliens ces dernières années? Il est clair qu'Israël prend un risque en libérant des terroristes. Cela a déjà été prouvé dans le passé. Je vous rappelle que Sinwar lui-même avait été libéré dans le cadre de l'échange, de la libération de Shalit. En 2011. Et on a vu les conséquences. Donc, bien entendu que lorsqu'on libère des terroristes, eh bien, ils reviennent à leurs activités terroristes. Malheureusement, il n'y aurait pas eu d'accord sur les otages israéliens sans cette libération de terroristes. Et bien entendu qu'il y a un risque. Il s'agit là d'un dilemme très, très difficile pour ces preneurs de décision. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les terroristes du Hamas ont pris des otages israéliens. Et malheureusement, là-dessus, effectivement, ils ont atteint leurs objectifs. Le risque, on le connaît, et il faut tout faire, bien entendu, pour se préserver. Sur le plan diplomatique, Israël et les États-Unis font front commun pour s'opposer à la proposition approuvée hier au Caire par les membres de la Ligue arabe lors d'une réunion extraordinaire sur l'avenir de Gaza. Un plan qui prévoit plusieurs phases de déblaiement d'abord, puis de reconstruction du territoire, mais qui est, et c'est remarquable, très elliptique sur l'aspect politique et financier de ce dossier. C'est une faille absolument majeure et incontournable du point de vue israélien et américain. Bien entendu, puisque vous remarquerez d'abord que lorsque l'on parle du plan de la Ligue arabe, en réalité, la Ligue arabe est une fiction politique puisqu'il y a d'énormes différences entre les pays qui sont plutôt alignés avec les États-Unis, ceux qui sont plutôt alignés avec la Chine et l'Iran, et sans parler évidemment des grosses différences entre le Qatar qui finance les frères musulmans et de l'autre côté les Émirats arabes unis et l'Égypte qui s'opposent justement au financement du Qatar. Il y a effectivement un dénominateur commun malgré tout entre les pays de la Ligue arabe, à savoir qu'ils ne veulent pas intégrer des Gazaouis. Cela est vrai de l'Égypte et cela est vrai de la Jordanie. Comme vous l'avez dit, il y a un grand problème avec ce plan, c'est qu'il ne parle pas du tout de qui financera cette reconstruction et qu'est-ce qui adviendra de la population. Or, quand on dit manque d'horizon politique, évidemment que si le Qatar est impliqué dans la reconstruction, on reviendra à la case départ. Et si la force politique du Hamas n'est pas éliminée, on reviendra à la case départ. Et là-dessus, le plan de la Ligue arabe reste muet et il y a des raisons pour cela, évidemment. On reviendra dans quelques instants avec vous, Emmanuel Navon, sur ce plan arabe, mais un mot sur le Qatar que vous évoquiez. Le rapport du Shin Bet sur les failles de l'organisation lors du 7 octobre 2023 met néanmoins
en avant la responsabilité du Qatar. Le Qatar qui, ce midi, rejette les preuves israéliennes assurant que l'aide financière, a priori à destination humanitaire du Qatar versée avant octobre 2023, avait été finalement détournée pour permettre le réarmement du Hamas. Preuve donc que rejette Doha. Vous considérez qu'à partir du moment où le Qatar continuera de jouer un rôle aujourd'hui de médiateur, mais peut-être demain de constructeur, reconstructeur de la bande de Gaza, on reviendra au même schéma qui ont conduit au 7 octobre? C'est précisément la raison pour laquelle il n'est pas question de permettre au Qatar de refinancer la bande de Gaza. Le Qatar est le portefeuille de l'islamisme radical. Le Qatar finance Al Jazeera, le Qatar continue de financer tous les mouvements islamistes radicaux dans le monde arabe, et puis bien entendu les idéologies radicales anti-occidentales et antisémites dans les universités américaines et européennes et parmi les hommes politiques européens et américains. Donc le Qatar est une force à écarter de la bande de Gaza, parce que si le Qatar reprend son financement et son influence politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous reviendrons à la case départ, et cela, il n'en est pas question. Il n'est pas question que cette force islamiste qu'est le Qatar continue de financer. Alors vous dites que le Qatar a nié ses preuves, mais on sait très bien évidemment que ces milliards de dollars, comment est-ce que les tunnels ont été construits, comment est-ce que les armements ont été achetés, pas par l'action du Saint-Esprit, mais par l'argent du Qatar. Donc le Qatar peut nier autant qu'il le veut, mais il est évident que c'est l'argent du Qatar qui a bâti et financé le régime du Hamas. Et donc pour isoler Doha à l'avenir sur les questions proche-orientales en particulier, il faut absolument donner encore plus de place et donc exiger peut-être davantage de moyens à la fois de l'Arabie Saoudite et des Émirats? Bien entendu que les Émirats, eux, sont un allié d'Israël, un allié fiable. Quant à l'Arabie Saoudite, je pense que si l'on peut parvenir effectivement à une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, cela contribuera à isoler le Qatar dans la région. Est-ce qu'on peut considérer, Emmanuel Navol, qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, si vous me permettez l'expression, entre Jérusalem et Washington, à la fois sur la question du Qatar, mais aussi sur la question du désarmement complet exigé de la part du Hamas? C'est clair qu'aujourd'hui, entre le gouvernement israélien et l'administration Trump, il y a un accord très large sur la plupart des sujets, dont effectivement la question du Hamas et du Qatar. Il y a là effectivement une opportunité diplomatique pour Israël dans la mesure où l'administration Trump finalement soutient la politique israélienne, ce qui n'était pas forcément le cas sous l'administration Biden. Je vous rappelle que le gouvernement Trump a également mis fin aux restrictions de fourniture d'armement qui existaient sous l'administration Biden, que le président Trump a donné d'une certaine manière carte blanche à Israël pour éliminer le Hamas. Et par conséquent, il y a là aujourd'hui une opportunité ces 4 prochaines années, ou en tout cas ces 2 prochaines années, puisqu'on ne sait pas quels seront les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis, mais certainement ces 2 prochaines années, il y a là une fenêtre d'opportunité à ne pas manquer. Alors on a évoqué un certain nombre d'acteurs, je voudrais qu'on parle d'un autre important. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a assuré hier au Caire que l'autorité reprendrait ses responsabilités dans la bande de Gaza dans le cadre de l'application de ce plan égyptien. Retour dans le game, si vous me permettez là aussi l'expression, après avoir été restructuré, comme l'exigent les Américains sous Trump, mais aussi sous l'administration Biden. C'est envisageable côté israélien ce retour de l'autorité palestinienne et du Fatah qui en avait été expulsé manu militari en 2007 par le Hamas? La réponse est non. Il s'agit d'une fiction. L'autorité palestinienne est un régime fictif. Mahmoud Abbas a presque 89 ans. C'est un régime corrompu, impopulaire, qui n'a pas été élu depuis 15 ans, qui a été éliminé par le Hamas, je vous le rappelle, dans la bande de Gaza en 2007, et qui, là où il continue plus ou moins de gouverner, c'est-à-dire dans les territoires de l'autorité palestinienne, c'est un gouvernement qui n'a jamais condamné le 7 octobre, c'est un gouvernement qui continue de promouvoir le terrorisme, de payer des salaires à vie aux familles des terroristes, et par conséquent, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Il ne s'agit pas de permettre à ce régime
qui soutient le terrorisme, mais qui est qui est plus présentable vis-à-vis de l'extérieur que le Hamas, de reprendre le contrôle de la bande de Gaza pour finalement se faire de nouveau éliminer. Il va falloir changer la situation en profondeur dans la bande de Gaza. Il n'est pas question de revenir à la case départ. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et que vous dirigez l'organisation Elnet Israël. On peut retrouver cet échange sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur notre chaîne YouTube. Très bon après-midi et à bientôt sur Radio J. À bientôt.